C'est vraiment dommage. Je puis le dire parce que j'ai été de ceux-là qui ont toujours appelé donc au sens du dialogue. Le dialogue vrai qui a toujours réuni les relations bilatérales entre les États de l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la CEDEAO. Et j'aurais même bien voulu que cela se poursuive jusqu'à l'Union africaine. Au moment où l'Europe consolide son unité, l'Afrique continue de se désunir davantage. On peut certes se plaindre, et je fais partie de ceux-là qui se plaignent de la situation que traversent nos États de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien nos États, je ne dis pas les États. Parce que je me considère en tant qu'Ivoirien comme Nigérien. Je me considère en tant qu'Ivoirien comme Malien. Je me considère en tant qu'Ivoirien comme Burkinabé. Autant des Burkinabés vivent ici et se considèrent comme des Ivoiriens à part et entière, autant des Maliens sont nés ici, ont vécu depuis des générations et se considèrent aujourd'hui comme des Ivoiriens. Je vis en Côte d'Ivoire, mais je me considère comme un des leurs. Alors, quand j'entends un chef d'État à un tel niveau de responsabilité, avoir l'avenir de tout un pays entre ses mains, tenir de tels propos, sans une once de preuve, Élysée l'a dit, c'est aberrant. Les propos tenus contre des chefs d'État d'un autre pays frère, à l'exclusion, je pourrais dire, de la France, suscite pour nous, comme on en a entendu par le passé d'autres chefs d'État dans l'AES, suscite chez nous, dis-je, un certain nombre d'interrogations. Que vise-t-on dans les relations entre les États de l'AES avec les États de l'Afrique de l'Ouest, les autres États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA? De la CEDEAO. De la CEDEAO même au besoin. Parce qu'au final, quand vous écoutez les propos tenus par M. Tiani, on ne pas dire le président Tiani, Bien sûr. mais il y a de la menace. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui ne doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur de Niamey, qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là, que de toujours entendre des déclarations de ce genre, mettant à mal les relations toujours, aujourd'hui conflictuelles, entre la France et le Niger. On le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais entre la Côte d'Ivoire, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui n'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais ça. Docteur Barry, votre compréhension justement de tous ces points est attendue. Maintenant, allez-y. Christelle, je pense que c'est Heidegger qui disait qu'on cherche un chef ou un responsable, c'est pas pour trouver des excuses, c'est pour prendre des décisions et trouver des solutions à des problèmes. Le général Abdourahmane Tiani, depuis son arrivée au pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours accusé les autres. Chaque fois qu'il y a une attaque, c'est toujours la France, c'est toujours le même narratif, la Côte d'Ivoire, le Bénin. La Côte d'Ivoire, comme ils l'ont dit, n'est pas frontalière du Niger. Donc je ne sais pas comment et pourquoi. C'est facile pour lui, par exemple, de savoir ce qui se passe à Abidjan. Une fois, il a dit qu'il y avait des mercenaires qui se formaient à Jacquesville et tout. Il sait ce qui se passe à Abidjan. Il sait ce qui se passe au 43e Bima. Mais il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Parce que ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas à la frontière du Bénin, ce n'est pas à la frontière du Nigeria, c'est à la zone des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. Donc, si des frontières sont poreuses, c'est celle-là. Pourquoi il n'accuse pas le Mali? Pourquoi il n'accuse pas le Burkina Faso? C'est la Côte d'Ivoire qui est un pays à près de 3000 km de lui qui l'accuse. Le Bénin, la frontière est fermée. Donc si des gens traversent la frontière, c'est que côté nigérien, on avait preuve de flexibilité. Ou bien ils ont acheté les militaires qui sont à la frontière. C'est une question de raisonnement en fait. Et autre chose, comme je l'ai dit, la zone des trois frontières, la base aérienne qui a été attaquée, la base 101, elle abritait un détachement des troupes coalisées de l'AES. Mais le général Tiani a dit quelque chose de très important.
il a remercié la Russie. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie des troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand la France est intervenue au Bénin à la demande du président Talon, qui est chef d'État du Bénin élu, son régime a été attaqué. De son droit, il a demandé à la France et à la CEDEAO d'intervenir. Ça criait au loup. Non, la France, la souveraineté, violation de souveraineté. Donc, des soldats russes peuvent intervenir au Niger. Ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Ça ne pose pas de problème de souveraineté. Ça va. Tant que c'est la Russie, tant que c'est la Chine, tant que c'est la Turquie, ça va. Le loup, c'est la France. C'est ce narratif qu'on a servi, excusez-moi, aux rues. Je dis bien aux rues. Parce que quand vous allez à Ouagadougou, vous allez à Bamako, il y a des gens qui sont dans les carrefours, qui font des vidéos. C'est à ceux-là que le général Tchiani s'adresse. Hein. Pourtant, le Niger, aujourd'hui, a besoin de tranquillité. Monsieur Gali a évoqué la question de l'uranium. Aujourd'hui, c'est des pertes colossales parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et Orano a saisi la justice. Parce qu'il y a un contrat qui lie Orano à l'État du Niger. Donc personne, aucun État sérieux ne va acheter cet uranium au risque d'avoir un litige devant les tribunaux et de payer des dédommagements à Orano. 1000 tonnes étaient au port de Lomé. Les 1000 tonnes, le navire russe qui est venu récupérer les 1000 tonnes, il est retourné à son port en mer Noire. Aujourd'hui, les 1000 tonnes sont à la base aérienne 101 de Niamey. Le pipeline dont M. Gali a évoqué, il devait rapporter 500 millions de dollars par an à Niamey. Aujourd'hui, le pipeline est endommagé par des citoyens nigériens parce que c'est au Niger que les attaques ont eu lieu, ce n'est pas au Bénin. La frontière est fermée. Et Christelle, très bien, pour chuter, qui sont les responsables du GNIM? Parce que c'est la question que personne ne pose. Il y a Dagrali, c'est un Malien, citoyen malien, connu des autorités maliennes. Et comment dirais-je, Diafar Diko, c'est un citoyen burkinabé. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Togolais, ce n'est pas un Béninois. Ils sont connus. Amadou Koufa, il est citoyen malien, originaire de Mopti. Tout le monde connaît sa famille au Mali. Ceux-là, on les accuse pas, ceux qui revendiquent. C'est les patrons de djihadistes. Aujourd'hui, Christelle, je vais vous alerter sur une autre préoccupation. C'est sur les rançons. Les Émirats arabes unis ont payé au GNIM en octobre dernier 50 millions de dollars pour la libération d'un de leurs ressortissants qui était un ancien général de l'armée à la retraite mais qui travaille dans le civil. Mais les 50 millions de dollars qui vont dans les caisses du GNIM, c'est la France qui les a payés. Mais on laisse les Émirats tranquilles, ceux qui donnent 50 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait dans le Sahel? Ça vous permet de recruter à longueur de journée, d'équiper vos hommes et d'acheter des drones. Parce qu'aujourd'hui, il y a des drones accessibles moins chers, 10 000, 20 000 dollars, vous avez des drones. Et là, c'est le danger qui nous guette parce que l'attaque de Niamey, là, des drones ont été utilisés par les groupes armés. Donc, attention, Christelle, la sous-région est en danger. Quelle piste de solution pour que les présidents, les chefs d'État puissent se parler, in fine? On a l'impression que les positions sont tellement tranchées qu'on se demande d'où viendra justement cette lueur de paix. Je pense qu'elle viendra lorsque les dirigeants changeront. Il y a d'abord un problème de légitimité. Les solutions sont d'abord économiques. Je crois que le problème du Niger, c'est que le Niger est exsangue. Ils sont totalement désespérés, financièrement isolés, économiquement ruinés. Et donc, comme toute personne qui est désespérée, ils sont aujourd'hui extrêmement violents et ils portent de telles accusations. Si on parle de l'uranium, par exemple, il faut se dire, soit on respecte le droit, soit on ne le respecte pas. Et c'est sur ça que s'est battue l'économie mondiale. On peut tout à fait estimer qu'un contrat est déséquilibré, que les clauses du contrat sont avantageuses pour une puissance étrangère. En l'occurrence, certainement que le contrat qui liait l'État du Niger avec Orano était déséquilibré. Ouais. Mais quand un contrat est déséquilibré, on le renégocie. On ne nationalise pas. Un bon exemple, c'est le Sénégal. Il y a un certain nombre de contrats pétrolifères et miniers qui ont été signés. Lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, elles auraient pu essayer de nationaliser. Elles ont compris qu'économiquement, ça n'aurait pas été pertinent. Donc elles ont essayé de négocier. D'ailleurs, d'autres pays de l'AES ont fait pareil. Il faut négocier avec les partenaires économiques. On ne vient pas pour nationaliser, surtout quand on n'a même pas les capacités de production. Parce que ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est que l'uranium qui était bloqué, c'est un uranium qui avait déjà été produit. C'est là tout le problème juridique. C'est qu'en fait, cet uranium avait été produit du temps d'Orano. Ah d'accord. Oui, c'est ça le problème. Et ensuite, Orano a été nationalisé. Donc l'argumentaire de Orano est relativement simple. Au moment où cet uranium a été produit, nous étions Orano. Donc c'est notre, en guillemets, notre uranium. Vous avez votre quote-part qui représente je ne sais pas combien de pourcentage en tant que Niger, mais vous ne pouvez pas prendre 100% puisqu'au moment où ça a été produit, c'est Orano qui l'a produit. Ça n'a pas été produit après.